Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que l'Action française? Aujourd'hui, si on en croit la Voix du Nord, il s'agit d'une nébuleuse d'extrême droite faisant des opérations éclairs dans des centres-villes avec des banderoles où il est inscrit le mot défend en capitale d'imprimerie. Une bande de jeunes racistes nostalgiques d'une dictature royale et du totalitarisme en somme. Et il serait assez surprenant de leur trouver une pensée, une histoire, une culture, des grands écrivains, une reconnaissance intellectuelle, des places à l'Académie française, des hommages littéraires depuis la gauche, un talent pour l'agitation et même un demi-siècle influencé par leurs idées politiques. Oui, ce groupuscule martial, qui rassemble le plus de militants sur Arras, le plus d'activités et la plus large des universités de France, ne pourrait avoir de poids politique et encore moins par le passé. Alors voici ce que pense un inculte, un badaud ou un malhonnête. Et heureusement, tous ici présents, vous savez à quel point c'est faux. À quel point l'Action française a été un mouvement de premier ordre dans l'histoire politique de France, de Dreyfus à la débâcle. Certains savent que Maurras était un penseur admiré, même par ses opposants, et d'autres sont à l'école du fameux quadrilatère, et les plus évertis récitent tous les soirs mes idées politiques, par cœur, enfin j'espère, mes chers militants. Et cette conférence est faite pour vous, amis de l'histoire et de l'intelligence. Quoi de plus beau qu'une conférence sur votre groupe politique adoré par votre militant préféré? Soyez servis, aujourd'hui nous allons repartir un bon siècle en arrière et entamer un cycle de conférences quant à l'histoire de l'Action française. Et pour cette première partie, je m'arrêterai en 1914. Premier fait que vous devriez tous savoir, c'est que l'Action française n'a pas été fondée par Charles Maurras, mais par Henri Vaugeois et Maurice Pujoulx. Les deux hommes, ayant la trentaine en 1898, sont de vieux camarades aux idées kantiennes, qui veulent faire triompher la morale dans le camp politique. Républicains et patriotes, ils peuvent faire penser à Monsieur Bouteiller, quoique ce dernier soit moins attaché au côté charnel de la nation que nos deux compères. Ces derniers vont fonder donc le 8 avril 1898 le Comité d'action française. Le contexte est clairement celui de l'affaire Dreyfus, qui secoue la société, et le but de ce comité est de lutter contre le dreyfusisme et le panamisme, en référence à l'affaire de Panama. Il veut réveiller la conscience française, donc on comprend que l'inspiration politique, elle est barésienne. L'auteur, donc Maurice Barrès, publie alors Les Déracinés, et l'expérience de la cocarde, son journal, reste assez prégnante, à l'exception près que Vaugeois revendique, différemment d'un Barrès, un certain jacobinisme, car il associe la mémoire d'un grand-oncle conventionnel à cette position politique. Pujoulx, lui, est un républicain national, remarqué par Jaurès même. Il souhaite le retour d'une puissance française intérieure et extérieure. Les deux hommes sont anti-dreyfusards, c'est certain, mais non par antisémitisme, mais par sens national, au même titre que Bainville et Jaurès qui, je le rappelle, voulaient la mort de Dreyfus. Ainsi, le duo lance un appel à la formation de ce comité d'action française, censé rassembler le camp national. Et de fait, l'annonce fait peu de bruit, le terrain national et patriote étant à l'avantage de la Ligue de la patrie française de Jules Lemaître. Il s'agit d'un énième morcellement de la droite, comme il y en a toujours eu. Et ce n'est que le 20 juin 1899 qu'est officiellement lancée l'Action française. Et le 10 juillet, un périodique couleur grise est lancé. Se pose la question de la doctrine. Vaugeois, dans une pensée révolutionnaire, évoque trois points qui défont la République. L'esprit maçon, l'esprit protestant et l'esprit juif. C'est une rupture directe avec l'esprit kantien. Et un appel au ralliement par les catholiques et royalistes de l'époque. Le réaction d'abord de Vaugeois tend à séduire et à rameuter alors. Aussi, on va même l'accuser d'être anti-républicain, alors que, comme Barrès, il souhaite une autre république. Le seul royaliste de l'équipe d'Action française est Charles Maurras. Ce dernier s'étant rallié au roi en 1896 lors d'un voyage en Grèce pour les Jeux Olympiques. La question institutionnelle n'est jamais posée au début de l'Action française. Le ciment du groupe est très clairement l'antisémitisme hérité de Drummond, et du temps forcément, et l'antidreyfusisme. Bien avant mort aux voleurs, Vaugeois tirait mort aux juifs. Et avant le roi, le fédéralisme ou l'esprit classique, c'est l'antisémitisme qui était la première idée de l'AF.
Mais alors en quoi consiste cet antisémitisme et cet antidreyfusisme qui ferait bondir aujourd'hui? D'abord, l'antidreyfusisme, ça peut être deux choses. Soit l'idée que ce cher Alfred est coupable, soit une opposition au principe républicain de l'homme abstrait que Mestre révulsé. Ces principes qui fondent les droits pour soutenir l'édifice républicain absolu. Macron le rappelait, la conception républicaine convient que nous devrions croire en l'homme libre et raisonné. Aussi, l'antidreyfusisme n'est pas qu'une négation. C'est la défense de l'armée, de la raison d'État face à des gens qui défendent Dreyfus parce qu'il est juif. Ces gens pacifistes et libéraux. L'action française rappellera que l'antidreyfusisme est d'abord une lutte contre ceux qui pillent le domaine et qui trahissent, avant d'être une accusation envers le capitaine alsacien. Pour l'antisémitisme, la F n'invente rien, c'est dans le temps. Vaugeois, sûrement le plus antisémite de tous, craint même le juif assimilé. Aussi, Octave Tauxier écrivait, je cite, « Le jacobinisme conçoit l'homme comme unité raisonnable, forçant sa nature rebelle au groupement que la tradition rend stable », en opposant cette phrase avec l'antisémitisme de la F. Or, cette proposition, l'antisémitisme le rend faux, puisqu'il démontre l'existence de communautés d'intérêt. Si l'idéologie jacobine était logique, elle devrait être antisémite, d'où les idées de Vaugeois. Mais ce bloc antisémite n'est pas unanime, puisque de fait, des gens comme Jacques Bainville ou Léon de Montesquieu n'écrivent aucun texte contre les juifs. Ainsi, l'antisémitisme d'Action française, si le mot est négatif, apparaît comme positif, comme une idée organique, réintroduisant des idées de communauté mises à mal par les droits de l'homme. Ainsi, l'antisémitisme est donc un antisémitisme d'État qui introduit à l'existence d'une communauté juive dont la légitimité est incontestable, comme il existe des communautés algériennes, camerounaises ou autres aujourd'hui. L'État doit lutter contre les États en lui, dirait Richelieu. On ne lutte pas contre le juif car juif, mais contre un groupe opposé aux intérêts français. Car l'antisémitisme racial est un mal pour Maurras. La nation juive est internationale, son intérêt rentre en concurrence avec celui de la nation France, comme l'intérêt allemand rentre en conflit avec celui des Anglais. Idée clé des débuts de l'AF, c'est la décentralisation. La dialectique dans ce domaine réside dans ce clivage. Autorité et liberté, avec un S, l'autorité en haut, les libertés en bas. Dans l'idée de décentralisation, parue en 1898, Maurras encense la délégation des pouvoirs non régaliens. Le Provençal, aimant sa province et membre du Félibrige, ne veut pas une décentralisation intellectuelle, mais de fait, dont des pouvoirs financiers locaux, de la politique communale, les décharger du fonctionnaire parisien. Primate de la réalité contre l'idéologie abstraite. L'ordre réside dans l'harmonie des variétés locales et pas dans leur annihilation. L'État et la nation doivent être un, mais les corps intermédiaires sont multiples, naturels et doivent être responsables. Il faut une fédération de familles, de cités, de métiers, de paroisses. C'est le fédéralisme maurassien, une étoile brillante héritée de ces années provinciales et de journalistes à la cocarde. Il s'agit d'une première étape vers la monarchie. L'AF brise Drummond et Déroulède et poursuit la tradition nationaliste en se raffinant. Ainsi, la critique du jacobinisme est l'acte fondateur de la pensée originale d'AF. Car c'est par la décentralisation que Maurras royalise l'AF. Le roi en son conseil, le peuple en ses états après tout. Pour Charles Maurras, seule la monarchie peut garantir la vie des républiques locales au sens de res publica, bien commun, chose publique. Le roi permet l'unité et l'antiparlementarisme, la délégation des responsabilités. La République aussi ne gouverne que par la décentralisation. Tout pouvoir sort de l'élection par l'électeur est tenu par le fonctionnaire, et le fonctionnaire par l'élu. Décentraliser, c'est couper des chaînes et rendre à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu. L'indépendance au fonctionnaire, la liberté à l'électeur. Le contrat social de Rousseau, qui décrit l'individu et l'État seul, est brisé. Des corps apparaissent, à la fois nécessaires pour la vie de la nation, mais aussi des contre-pouvoirs contre le despotisme ou la tyrannie. L'État central est délivré des partis et des compétitions et à libre jeu. La fin d'une centralisation du jeu politique permet par la royauté la décentralisation. C'est un retour aux choses vivantes
car la contradiction de la société démocratique est de demander aux électeurs de se prononcer sur des problèmes dont ils ne connaissent pas les données, tandis qu'elle leur refuse la maîtrise des affaires qu'ils connaissent. Contre l'individu abstrait, déraciné, existant uniquement par son bulletin dans l'urne, donc de fait n'existant pas, pour l'homme en sa famille, en sa cité, en son métier, en sa province ou en son association. Alors Vaugeois dit à Maurras qu'il est seul dans son entreprise royale. Ce dernier répond « Venez, nous serons deux ». Et en 2 ans, le Martégal renverse la vapeur républicaine dans l'Action française. L'ouvrage clé de ce retournement, c'est l'Enquête sur la monarchie, paru en 1900, dans lequel Maurras pose la question suivante à des figures publiques de la politique française. Oui ou non, l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, anti-parlementaire et décentralisée est-elle de salut public? Y répondent positivement le comte de Lure-Salus, Bourget ou encore Buffet. Certains y retrouvent des positions scientistes, je cite. La solution monarchiste est la seule qui soit conforme aux enseignements les plus récents de la science. Ça, c'est Frédéric Amoretti. Et aussi pour lui, le roi est le nécessaire moyen à toute politique. Maurras propose des citations frappantes comme il en a le secret. Le président de la République, ce n'est rien. Le dictateur, c'est de trop. La personnification de la France, c'est le roi. Mais si beaucoup sont monarchistes, l'intégralité pense qu'on ne peut la restaurer. Le contexte historique était celui de la querelle du drapeau blanc, de l'incompétence légitimiste et de la tradition orléaniste. Enfin bref, aussi orléaniste, je parle du point de vue politique, puisque depuis l'angle dynastique, la famille Orléans entretient des liens forts avec l'AF. Ainsi, petit à petit, chacun est convaincu par le quadrilatère maurassien. Montesquieu a du mal avec l'antiparlementarisme, Pujol ne se rallie qu'en 1904, mais les gens rallient la cause de Maurras. Mais un nationaliste résiste face à cette vague royale. C'est Maurice Barrès qui tient. On peut l'opposer à Maurras en plusieurs points, son républicanisme, mais surtout son romantisme. Et pourtant Maurras ne cesse de rendre hommage au Lorrain, cet ami cher et intime, et à son culte du moi. Barrès est toujours aux côtés de l'Action française naissante. Elle permet d'être un groupe potentiellement intéressé par ses ouvrages sortant alors. L'appel aux soldats, leur figure, scène et doctrine du nationalisme. C'est un peu le grand frère du mouvement. Mais sa réponse à l'enquête est cinglante. Je ne date pas d'un siècle l'histoire de France, mais je ne puis non plus méconnaître ces périodes les plus récentes. Elles ont disposé nos citoyens de telle sorte qu'ils réservent pour le principe républicain ces puissances de sentiment que d'autres nations accordent au principe d'hérédité et sans lesquelles un gouvernement ne peut subsister. À terme, Maurras trouvera un rival en Barrès vieillissant. Le Martégal éclipsera son aîné, mais Maurras rendra hommage à celui qui fut un père du nationalisme français, à cet homme chez qui les puissances de la patrie, la beauté de l'ordre se sont imposées au cœur bien avant de gagner son intelligence. Les jeunes maurassiens seront cependant plus critiques, plus classiques et plus hélènes. La production littéraire d'AF est forte, la revue d'Action française est bimensuelle et se mature. En tout cas, le corps de la revue d'AF prend forme. Maurras à la politique, Bainville à l'économie, Pierre Lasserre à la métaphysique. Je citais par exemple une phrase du numéro du 1er août 1901. « Ne sera-ce pas la destinée de la France de disparaître dans la démocratisation de l'humanité ?» Phrase qui, je pense, a un écho très fort un siècle plus tard. Diversité et virtuosité polémique apparaissent, mais les plus antisémites quitteront le navire de la F car son antisémitisme n'est plus racial. La critique de Gobineau dès 1903 épure le groupe. Pour Maurras, ses idées sont dénuées, tout comme Kant et Rousseau. La Tour du Pin rejoint le navire de la contre-révolution, ce qui fera dire à Maurras « Ce n'est pas la Tour du Pin qui est de la F, mais la F qui est de la Tour du Pin », en référence au catholicisme social prégnant à la F. Mais l'arrivée la plus frappante a lieu en 1906 avec Léon Daudet, fils d'Alphonse. Renan lui avait dit qu'une grande carrière l'attendait, mais qu'il devienne royaliste, c'est une aubaine. Un des plus grands polémistes, ça ne compte pas pour rien. Ce dernier écrit jusque dans le Gaulois de Meyer, le Figaro, le Soleil et la Libre Parole. Mais de fait, c'est sa femme, Marthe Allard, qui le convertit au croix et au lys. Voici sa profession de foi. Le roi seul peut être un arbitre parce qu'il n'a personne à ménager.
L'hérédité du pouvoir suprême évite des querelles répétées, des dépenses vaines, une perte de temps et l'épuisement par corruption. Ainsi, l'Action française se structure. En 1905, la revue annonce la création d'une ligue qui sera dissoute de multiples fois. Elle sera présidée par Vaugeois. Le bimensuel prend la couleur bleue et gagne en format du fait de la densification des écrits qui la composent. La conversion royaliste étant accomplie en interne, le mouvement va se tourner vers l'extérieur, instaurant une politique de propagande. Une formule s'instaure alors, pas de doctrine sans action, pas d'action sans doctrine. On crée des postes de secrétaire, de trésorier, de président, et chacun développe sa plume et son talent dans la rue ou dans le journal. La revue prend la tournure d'un laboratoire d'idées puissant, fort de sa jeunesse et de sa précocité. Elle rend hommage aux grands inspirateurs d'AF, Comte, Taine, Maistre, Renan, Fustel, Proudhon, Balzac, mais aussi Anatole France, Pasteur, Racine ou Ronsard. Début 1906, on crée l'Institut d'Action Française, sorti des cendres tel un phénix depuis mars 2020. Il s'agit de créer une association faisant office d'université, voulant se détacher du silence et du faux dans l'enseignement et la pression des 4 États confédérés. Cet institut veut transmettre ce que l'enseignement supérieur oublierait. De fait, au Café de Flore aussi, on dénombre des réunions quotidiennes autour d'un verre, au Palais Royal on mange et on discute, et la création d'une telle structure donne de la puissance au mouvement. Le comte de Lursalus préside la formation, on fonde des chaires, Maurice Barrès pour le nationalisme, la chaire Rivarol pour les idées politiques et l'étude de Quintal en milieu journalistique nationaliste, la chaire Amouretti pour les relations internationales, une chaire Comte, une chaire Sainte-Beuve ou Maurras officie en cours fermé. La propagande, c'est aussi à l'époque l'affaire de l'édition. Les cours et textes de l'Institut doivent trouver des impressions. Et certains jeunes d'AF, dont Jean Rivin, vont mettre tout leur argent dans une grande entreprise, la Nouvelle Librairie Nationale. Son indépendance et son anticonformisme séduit. On publie Dimier, le premier Georges Valois, des articles, Bismarck et la France de Bainville, et il s'agit de promouvoir la contre-révolution et de la mettre à jour. Un ouvrage majeur édité est celui nommé Qu'il est Tanger, un des premiers essais géopolitiques français parus en 1910 par Maurras. Il prévoit une grande guerre qui laisserait sous terre au moins 500 000 morts. La thèse de Qu'il est Tanger est simple. Seule la monarchie est capable de diriger la France, car la République est impuissante à mener une vraie politique étrangère stable et libérée des passions politiques. Sur le terrain, une génération combattante officie. Les ligueurs vendent le journal créé en 1908, accompagné par les Camelots du Roi. Le groupe conquiert les étudiants dans la fougue de la jeunesse. La méthode de la rue est claire. Troubler le faux ordre public qui couvre le scandale par tous les moyens même légaux. Et mettre la violence au service de la raison. Ces jeunes gens sont armés d'une canne et d'un livre, et des figures pointes, comme Lucien Lacour, Marius Plateau, Maxime Réal-Delsarte. La première opération symbolique des Camelots du Roi, c'est l'affaire Talama en 1909. Ce dernier, professeur à la Sorbonne, insulte Jeanne d'Arc de folle, ce qui lui vaudra une gifle de Réal-Delsarte. Ce dernier étant sculpteur, donc je vous laisse imaginer la puissance du truc. Tous les mercredis, les Camelots empêchent l'enseignant de faire son cours et provoquent des bagarres avant que la police s'en mêle. Le quartier latin est en effervescence. Tous les grands chefs d'AF passent à la cellule. Salama, parfois, contre-attaquera avec des chaises. Mais le point d'orgue est la fameuse fessée administrée Manu Militari à l'ignoble. Ce dernier va même s'enfuir. Les jeunes Camelots ensuite se répandent sur le boulevard Saint-Michel, rompent les barrages de la police, franchissent la Seine et arrivent à la statue de Jeanne d'Arc, où ils déposent une gerbe de fleurs. En 1910, la cour gifle et cogne Aristide Briand en criant « À bas la République, vive le roi, à bas Briand, partisan de l'affaire, des Fischer et d'Israël contre notre pays ». Même année, la cour construit 25 maisons pour venir en aide aux sinistrés de la grande inondation de Paris. En 1911, par exemple, une cabale est organisée contre Henri Bernstein et sa pièce de théâtre qui incitait à la désertion face à la guerre. La Ligue organise également des réunions, des meetings et fonde des périodiques liés à l'AF, comme l'Action française agricole ou l'Almanach d'Action française. On estime près de 300 sections de Camelots du Roi dans toute la France avant la Grande Guerre, comptant au minimum chacune 40 membres. Je vous laisse faire le calcul. Et le nord de la France pointe en tête.
Lille avec 3 sous-sections et des groupes affiliés, Aubourdin, Quesnon-sur-Deûle, Armentières, Roubaix, Tourcoing, Allouin, Ronques, Cambrai, Douai avec 2 sous-sections, Dunkerque, Valenciennes avec 2 sous-sections, on compte aussi Arras bien sûr, Bicourt, Béthune, Montreuil, Saint-Paul, Saint-Omer, Boulogne, Péronne et toute la Picardie. Leurs obligations sont lourdes, ils doivent se tenir prêts pour tous les défilés et manifestations, et bien sûr vendre le journal d'AF, tous les dimanches. Les camelots vendent le journal donc, ils se battent contre les rouges quand ils se font attaquer. On trouve des personnalités de marque dans les camelots. Bernanos, Darnan, il y a Daniel Cordier, Pierre Juel, Henri Lagrange, Mesmer, Pierre Mesmer, Léon de Montesquieu, Claude Roy, et nous citerons dans un autre cercle des grands penseurs influencés par l'AF. Les camelots privilégient le coup de force et tâtent plusieurs fois la cellule de prison, qui à l'époque était terne, dure et apte à permettre des sessions de boxe de la part des policiers un peu zélés. Ils ont un goût pour la farce politique, les chansons, les bastons, avec les étudiants de gauche. Ils sont munis de cannes ferrées ou de nerfs de bœuf et se battent souvent avec la police. Voilà, vous avez donc eu un aperçu militant de l'époque. Bon, entre temps, entre mœurs, aujourd'hui, la violence, c'est plus la baston dans la rue, mais c'est une ouverture de fenêtre à l'abbaye Saint-Va. Même par l'effort, deviendrait un marqueur indélébile de la bête immonde. Alors, beaucoup établissent l'âge d'or de l'AF aux premières années 1910. Il peut y avoir une part de vérité quant aux effectifs de l'AF, mais beaucoup d'événements critiques du moment arriveront de fait après-guerre. Car la guerre écrémera les rangs des camelots de façon massive. Mais si le mouvement parvient à recruter vite et former bien, c'est qu'il y a, outre une doctrine attirante et structurée, des mécanismes historiques poussant l'action française vers une certaine gloire. Maurras alertait déjà dans Qui est Angers quant à l'arrivée d'une guerre massive et industrielle, et en 1913, c'est au tour de Léon Daudet de publier l'Avant-guerre. C'est un véritable ouvrage de crypto-géopolitique. Daudet recense tous les lieux en France où les intérêts économiques, diplomatiques ou familiaux allemands s'exercent. C'est un bilan de la déstructuration de l'armée française et de la sécurité intérieure. Daudet recense des espions potentiels dans tout le pays. Et la conclusion est la même que Maurras, vous vous en doutez. La République défait la force de la nation, et la guerre, si elle advenait, verrait la victoire de l'Allemagne contre la France. Et de fait, c'eût été le cas si les Britanniques ne descendirent pas dans les tranchées. Les Allemands poussèrent jusqu'à 15 km de Paris, et les taxis de la Marne nous ont sauvés de justesse. L'action française reprend son rôle d'agitateur politique en vue du bien commun face à la menace allemande. Ajoutons aussi que si l'antigermanisme était motivé par des circonstances historiques évidentes, le cas Charles Maurras est assez intéressant. Lors de la guerre franco-prussienne, 40 ans plus tôt, le jeune Provençal assista à un malaise de sa mère, apprenant la chute de Paris. Et là, c'est mon avis, mais je pense que la haine des peuples outre-Rhin a une part psychologique chez Maurras. Il s'agit là d'une limite à critiquer. Une bonne preuve de l'influence de l'AF, encore à l'époque, c'était par exemple la pétition pour libérer Henri Lagrange, fondateur du Cercle Proudhon, véritable expérience politique, d'un emprisonnement. Des gens comme Apollinaire, Barrès, Berthe, Massis ou Lemaître ont signé. Et quoi qu'il en soit, les troupes d'Action française engagent des campagnes dès 1908 contre le pacifisme et l'antimilitarisme. Contre le premier, car si la doctrine d'Action française critique la pensée de Hobbes, qui dit que l'homme est un loup pour l'homme, il est néanmoins évident que si la cité veut la paix, elle doit préparer la guerre, n'en déplaise à Jaurès, et contre l'antimilitarisme pour la même raison. Mais dans le même temps, le mouvement prône l'attente et le refus d'entrer en guerre. Alors comment expliquer cette attitude paradoxale? Pour y répondre, je vous propose de nous référer à Wikipédia, bien sûr, qui titre dans l'article « Nationalisme intégral » un nationalisme militariste et pacifiste. Bon, si l'article résume correctement la chose, à savoir que l'AF est pour le renforcement permanent de l'armée par sécurité, mais contre la guerre si elle est folle ou à notre défaveur, faire du militarisme et du pacifisme des pensées canons d'AF est faux. Je fais ce point pour vous informer que les articles Wikipédia liés à l'AF sont truffés d'imprécisions, d'erreurs, voire de mensonges. Je vous laisse voir les discussions d'administrateurs dans les articles, c'est assez intéressant, et posez des questions à la fin si vous êtes intéressé par ce sujet. Parenthèse fermée. L'anti-germanisme d'AF se mêle
encore et toujours avec l'antisémitisme. En 1913, Bernanos amène un chansonnier dans les galas d'AF nommé Maxime Brienne, et qui fait fureur avec sa chanson « Dégonflons l'Youtre ». L'Action française, nous le savons, est nationaliste et promeut la nation française. Dans l'optique de rassembler les patriotes, un défilé à Jeanne d'Arc est créé en 1909. C'est la fameuse marche du dimanche, reprise par les mouvements patriotes et nationalistes jusqu'à aujourd'hui, et nous y avons gratifié de belles éditions, comme en 1991, il y a 30 ans, avec la bagarre avec la police lors de l'interdiction de la parade, et en 2016, il me semble, avec l'intervention de Jean-Marie Le Pen. Au défilé de 1914, c'est 50 000 personnes qui défilent après l'assassinat de Gaston Calmette, le directeur du Figaro. Mais vous allez me dire, pourquoi Jeanne d'Arc ? D'abord, c'est la sainte du royaume, mais non seulement, c'est un symbole fort en termes de politique, alors que l'Europe est sur le point de guerroyer. Je vais citer Méditation sur la politique de Jeanne d'Arc. Après la délivrance, les militaires, tout à leur art, qui est un bel art, s'indignent à l'idée de prendre la route que demandait Jeanne dans la direction de l'Est du Nord. Ce qu'il leur fallait tout de suite, c'était la conquête de la Normandie. Et leur course à la mer n'était pas absurde en soi. La victoire normande eût arraché à l'ennemi son principal fief sur le continent. Si tentant que fût le projet, Jeanne s'y opposa. Jeanne dit non. Pourquoi ? Elle obéissait à ses voix. Mais ces voix allaient d'accord avec les vues saines du politique sage qui eût calculé qu'en définitive l'heureuse aventure du débloquement d'Orléans, accomplie comme elle l'avait été, représentait malgré tout un beau risque, un beau miracle, mais que pour le reste, il fallait agir selon la nature des choses. Avant de rien tenter de nouveau, il fallait qu'il n'y ait plus de dauphin, si gentil pût-il être, mais bel et bien un roi certain pour tous, un roi reconnu, acclamé, un roi enfin sacré. Politique d'abord, pas de grande entreprise militaire avant l'assurance politique fondamentale. Naturellement, tant que le roi hésiterait et délibérerait sur cette marge nécessaire, si conforme à son intérêt capital, on pourrait guerroyer ou escarmoucher sur la Loire, ne serait-ce que pour tenir l'armée en haleine. Mais, de par Dieu, répétait Jeanne, point de campagne de Normandie, avant que le royaume ait son roi bien établi, bien reconnu, bien loin. La politique patriote ne passait point par la Normandie, elle passait par le moyen ordinaire, ou le moyen de l'ordre, celui qui a déjà servi et qui servira encore de tout temps en France, le roi. Donc politique d'abord, roi d'abord, c'est ce qu'il manqua à la France nombre de siècles. Voilà le sens de la fête de Jeanne d'Arc. C'est le sens de l'unité, de la responsabilité, de la prudence et de l'intelligence. La naissance de l'Action française, c'est donc, vous l'avez vu, la montée d'un mouvement fort de sa jeunesse, de sa doctrine, de ses hommes. Et en même pas 15 ans, le journal est un phare de la presse française. L'Institut d'Action française est applaudi par les intellectuels, les ligueurs sont imbattables en bagarre. Et ce sont des dizaines de milliers de militants attachés à leur commune qui officient au moins hebdomadairement. La première vertu d'AF, dans la politique de l'époque, c'est de mettre à jour la contre-révolution, grâce en partie à Charles Maurras, en la faisant correspondre aux intérêts français du temps d'alors. Et en si peu de temps, de grandes choses ont été accomplies, et le mouvement connaît une grande ascension. Mais la guerre de 14 stoppera net cette montée. Du sang bleu coulera dans les tranchées, la noblesse de l'AF, celle de l'esprit et de la force, tombera sous les balles allemandes. Nous suivrons dans un prochain cercle les aventures de l'AF, de 1914 jusqu'à la débâcle. Merci à tous de votre attention.